Ça ne m'intéresse pas ce que les gens disent de moi. Je suis la seule. Bonsoir tout le monde. Merci d'être au rendez-vous. Je m'excuse beaucoup pour le retard accusé. J'étais en déplacement, donc je viens de rentrer d'un voyage. C'est ce qui explique un peu le retard, donc je devais mettre beaucoup de choses au point. Je ne sais pas si la qualité de l'image est bonne parce que l'écran, est-ce que je ne vais pas nettoyer un peu? On va essayer de faire ça vite fait. On va parler de beaucoup de choses rapidement et puis voilà quoi. Encore une fois, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est votre frère, votre compatriote, Mamoudou Babila Keïta, journaliste au groupe Adafo, média et administrateur du site d'investigation inquisiteur.net. D'ailleurs, je vous annonce que le site va revenir très bientôt. Après les 6 mois de suspension, j'étais sur un projet de refonte et Dieu merci, un projet de refonte et de réforme, donc à la fois. Et Inch'Allah, nous allons commencer à vous livrer, à vous servir en information de qualité très très bientôt, avec des enquêtes sensationnelles. Inch'Allah, il y a beaucoup de dossiers qui vont arriver très bientôt avec la reprise. Voilà quoi. Accordez-moi juste quelques secondes là, je vais essayer de nettoyer un peu l'écran parce que j'ai l'impression que la qualité de l'image est un peu floutée. On a beaucoup de choses à se dire très rapidement ce soir et donnez-moi quelques minutes. Voilà, on va voir ce que ça va donner, la qualité de l'image. Voilà. Je pense qu'on peut accepter comme ça. Hein. Dites-moi si vous m'entendez bien, comme ça on va démarrer. Si vous avez le son, dites-le moi et puis on va commencer ça vite fait. Voilà, on va commencer ça vite fait. Je ne vois pas encore. Est-ce que le son, vous me recevez, j'espère? Alors, une fois encore, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer par vous renouveler, n'est-ce pas, nos vœux de bonnes et heureuses années parce que c'est le premier live que nous faisons ce soir au compte de 2025. Je voudrais souhaiter à chacun et à tous une très bonne et heureuse année 2025
que Dieu nous comble de joie et de satisfaction au compte de la nouvelle année et qu'il nous permette d'atteindre tous nos objectifs au compte de cette année. Que la santé soit la maladie quotidienne pour chacun de nous, qu'il y ait plus de joie et moins de frustration, moins de malheur, pour ne pas dire zéro malheur dans la vie de chacun de nous. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes vœux de bonne et heureuse année à des compatriotes guinéens dont le combat mérite d'être salué. Je voudrais commencer par disons, un de nos compatriotes que je n'ai jamais rencontré de vue, que je n'ai jamais connu par le passé, bon, à part le fait qu'il soit homme politique, et donc ses sorties médiatiques, au-delà de ses sorties médiatiques, je ne l'ai pas découvert essentiellement. Il s'agit bien évidemment du frère Suleiman Condé des États-Unis, de Boston, pour son combat, pour son dévouement, pour son engagement pour la cause de notre pays. Je voudrais également saluer le combat d'un autre frère, activiste de la société civile, qui est Sékou Koundouno. On peut ne pas l'aimer, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais son patriotisme, son sens élevé de patriotisme ne souffre d'aucune ambiguïté. Malgré toutes les difficultés, il tient à défendre la Guinée, il tient à défendre les valeurs auxquelles il croit, les valeurs de justice, les valeurs de bonne gouvernance, d'état de droit, etc. Il faut le saluer pour cela. Il faudrait, disons, il me faut également plutôt saluer, n'est-ce pas, un autre frère, qui est Alseni Farenta Kamara, un activiste de la société civile encore, membre du FNDC, qui a fait du combat contre la corruption, notamment au niveau des marchés publics, son cheval de bataille. Et il a subi ce qu'il a subi, tout comme nous autres, tout comme moi particulièrement. Cela ne lui a jamais empêché de continuer le combat pour les valeurs, pour le bien-être de la population guinéenne. Également, un autre que je n'ai jamais rencontré, jamais vu, je ne sais même pas comment je vais le présenter, à part le fait qu'il soit celui que tout le monde connaît, un blogueur. Voilà un autre exemple d'homme de conviction. Et moi, je suis pour ça, en fait. Je suis pour les valeurs. Je suis pour la conviction. Je suis pour, disons, tous ceux qui défendent l'intérêt supérieur de la nation. J'ai du respect pour ces gens-là. Quel que soit, n'est-ce pas, leur statut, leur manière de mener ce combat. Mais si vraiment ils servent la juste cause, je les soutiens et je les admire. Je les adresse à tous mes compliments et un respect, en tout cas religieux, à leur endroit, parce qu'il n'est pas facile de dire la vérité en Guinée à l'heure actuelle. Il n'est pas facile de défendre la Guinée à l'heure actuelle. Il n'est pas du tout facile même de défendre les Guinéens, parce que les gens pour lesquels vous vous battez, ces gens-là sont capables de montrer du jour au lendemain qu'ils ne méritent pas d'être défendus, qu'ils ne méritent pas, disons, le bien-être, entre guillemets, parce que on dit chez nous que quand quelqu'un est en train de vous laver le dos, battez-vous à vous laver le ventre, vous aussi. Mais le cas des Guinéens, c'est un cas tout particulier. Qui, je voudrais nommer ici, il s'agit bien évidemment de... Je connais même pas son prénom. Ansou Damaro, voilà. Ansou Damaro Kamara, du côté des États-Unis. Et je voudrais le féliciter pour ce qu'il fait. Pour sa combativité, pour son dévouement, pour
sa cohérence dans son combat, pour sa constance surtout, malgré toutes les difficultés. Et à un moment où les seigneurs de Conakry détiennent, n'est-ce pas, des coffres forts pour faire sauter le verrou de la constance, du patriotisme à tous les niveaux, mais lui, Damaro et d'autres ont su résister, ont su affronter les difficultés. Je ne connais pas tout le monde, acceptez quand même que je ne puisse donner le nom de tout le monde ici, mais tous les compatriotes guinéens qui sont en Guinée, en Afrique ou dans le reste du monde, qui défendent la vérité, qui défendent des valeurs cardinales qui fondent la vie de notre nation, qui sont pour le bien-être des populations. Je vous adresse mes vœux les meilleurs, les salutations fraternelles et amicales, mais aussi mes compliments et, disons, mon estime, grandeur nature à votre endroit, pour tout ce que vous faites pour ce pays-là. Inch'Allah, le combat que nous menons chacun de son côté sera payé un jour dans la légalité, dans l'honnêteté, dans, disons, la satisfaction totale, dans la satisfaction totale au service de la République et pour le bien-être de l'ensemble des populations. Alors, ça c'était de passage. Maintenant, je reviens pour parler du premier dossier que j'ai sous la main. Je veux parler en tout premier lieu de cette situation d'injustice du côté de Koya. Cette préfecture qui est désormais devenue, disons, le berceau des conflits domaniaux, le berceau de l'incarnation de l'injustice sociale, qui est devenu le foyer des tensions autour des terres, et c'est la porte d'entrée de Conakry, Koya. Et apparemment, le malheur qui se vit à Conakry, ce malheur passe par Koya pour atterrir à Conakry. Je veux parler notamment des dossiers judiciaires en lien avec les conflits domaniaux. Allez-y voir au niveau de la cour d'appel, il y a combien de dossiers qui sont par devant des magistrats pour être jugés concernant des affaires de terre à Koya. Ce soir, je veux vous parler de la situation d'une maman, d'une vieille qui est dans presque une vieille octogénaire qui a plus de 70 ans révolus, qui court vers les 80 ans maintenant, malheureusement qui se trouve être confrontée à une situation d'injustice qui me fait fondre le cœur. Ce dossier, nous l'avons débattu dans le Before GG, je crois que c'était en 2022. La dame, la vieille, la maman Hadja Djenabouba a hérité dans le domaine d'une plantation de son cher époux, M. Ba, paix à son âme, qui a acquis 10 hectares de terre. À l'époque, c'était une brousse à Koya, précisément à Doumbouya. C'était une brousse perdue de nulle part, au milieu de nulle part, qu'il a acquis 10 hectares en 93, entre 92 et 93. Je n'ai pas toute la documentation sous la main maintenant ici. Ces 10 hectares, il les a aménagés. Il en a fait une plantation de palmiers. Et après, en 99,
la même famille Bangoura, la famille de Daouda Bangoura, qui lui a vendu ses 10 hectares, lui a fait encore la proposition d'acheter 3 autres hectares dans la même zone, sur le même périmètre. M. Ba a acquis ces 3 domaines en bonne et due forme, la donation, les documents, toute la documentation est disponible. Et il a pris le soin de faire signer à tous ses enfants ces actes de vente qu'il a établis avec M. Ba. Ses enfants, chacun d'eux, il y en a, je ne connais plus tous les noms, Mohamed Bangoura, Daouda Bangoura, Alama Bangoura, tous ont apposé leur signature sur ces documents de donation. Donc, vous avez compris, 10 hectares acquis en 93, voilà, en 93, et 3 hectares acquis en 99. Ça fait 13 hectares. Le monsieur les a aménagés, il a commencé à exploiter jusqu'à sa mort. Et après son décès, sa femme, la veuve Adja Djenabouba, qui était aux côtés de son mari dans les travaux dans l'aménagement de ce domaine-là, a pris le relais de l'exploitation de leur propriété au profit de ses enfants qui ne vivent pas en Guinée aujourd'hui. Et la vieille maman a passé des décennies, figurez-vous, un domaine qui a été acquis en 93 ans maintenant, ça fait 33 ans. Et 99 ans maintenant, ça fait 26 ans. La dame était là, en train d'exploiter ce domaine. Elle y produisait de l'huile de palme et d'autres produits forestiers. Il y a même un de ses enfants qui a bâti une maison sur le domaine. Et également, il y a eu des constructions pour servir d'abri pour les gardiens qui surveillent les lieux. Au-delà, la vieille Adja Djenabou, bien qu'elle ne soit pas lettrée, mais c'est une femme très courageuse, très intelligente. Elle s'est battue pour se prémunir de tous les documents nécessaires, notamment les plans de masse, les titres de donation, le titre foncier, toute la documentation nécessaire qui certifie, n'est-ce pas, la paternité des lieux ou l'appartenance des lieux à la famille Ba. Avec un titre foncier, je répète encore, elle a un titre foncier légalement établi par, disons, l'habitat de Kindia, parce que ça relève de la région de Kindia, parce que Koya relève de la région de Kindia. Donc, administrativement, elle a acquis toute cette documentation. Le monsieur Bangoura qui a vendu le domaine est décédé, je crois, en 2020. Ses enfants, entre 2020 et 2021, ses enfants, il est décédé en 2020, oui, je me rappelle. Ses enfants ont attendu que les funérailles, que tout soit fini pour commencer leur sale besogne, qui consiste à mener le combat pour exproprier la vieille Adja Djenabouba de son domaine qu'elle a acquise légalement par le biais de leur famille, de leur père et d'eux-mêmes, parce qu'ils ont participé à la vente, eux ils ont apposé leur signature sur les documents de vente. Et ce sont ces enfants-là qui se réveillent un beau matin, vers fin 2021, pour, disons, procéder à la destruction d'une partie de la plantation de Adja Djenabouba. D'abord, ils ont commencé par les 3 hectares. Ils sont allés mettre le feu, brûler tous les palmiers à huile. Ils ont tout détruit. Il y a eu des constats d'huissiers. Il y a eu des images
que j'ai même présenté à la télévision à l'époque, des photos, tout ça là, le constat avait été établi. Il y a eu, la procédure a été orientée à la justice. Adja Dina Bouba a eu une première victoire à Koya. Après, des magistrats ont pu rejuger le même dossier dans la même juridiction à Koya à l'insu de la vieille Adja Dina Bouba pour attribuer la paternité des domaines des 3 hectares à la famille Bangoura. Et finalement, on est revenu sur ces dossiers. L'affaire s'est retrouvée finalement à la cour d'appel de Conakry. Depuis 2022, le dossier est suspendu à la cour d'appel de Conakry. Les magistrats ou le magistrat qui avait en charge le dossier, je crois, a dû être muté ailleurs. Un autre a pris le relais. Le dossier jusque-là est suspendu là-bas. Il y a eu plusieurs ordonnances d'arrêt des travaux parce que la famille Bangoura, par la complicité à l'époque, je dis bien à l'époque, en 2022, entre 2022 et 2023, avec la complicité de certains magistrats qui servaient à l'époque à la cour d'appel de Conakry, la famille Bangoura a procédé au morcellement, si vous voulez, au lotissement des 3 hectares de terre à Doumbouya. Et ils ont commencé à vendre ces hectares, ces terrains-là à de tierces personnes. Au cours de nos enquêtes, il s'est même avéré par endroit, même si les documentations ne sont pas encore, on n'est pas parvenu à voir la documentation parce que au niveau de l'habitat de Koya, d'ailleurs c'est le lieu pour moi de saluer, n'est-ce pas, la direction de l'habitat de Koya qui a su en tout cas gérer cette situation avec professionnalisme, avec responsabilité. Quand les dossiers sont partis à l'habitat pour être lotis, je crois qu'il y a eu une opposition. L'habitat aurait émis des réserves. Mais les magistrats qui ont aidé la famille Bangoura à avoir une même mise sur les 3 hectares, on leur aurait même, on les aurait rétrocédés, on les aurait attribué des terres, c'est-à-dire des parcelles sur le domaine. C'était la condition. C'est-à-dire aider la famille Bangoura à exproprier Adja Dina Bouba des 3 hectares de terre et en retour, la famille Bangoura, après avoir procédé au lotissement des lieux, va céder des parcelles à ces magistrats cupides, à ces magistrats fripouilles, à ces magistrats malhonnêtes qui ont servi de rempart pour eux pour commettre cette bourde, pour commettre cette forfaiture, pour commettre cette injustice notoire à l'encontre d'une paisible citoyenne. Eh bien, depuis 2022, le dossier est suspendu. L'actuel ministre de la Justice, le ministre Kairaba, avait même reçu au ministère de la Justice Adja Dina Bouba pour être entendu sur ce dossier-là, avec les fonds de dossier. À l'époque, l'actuel ministre était l'inspecteur général des services judiciaires. Il a produit un rapport à l'attention du ministre de la Justice à l'époque, que vous connaissez. Ce rapport, il a fait la recommandation dans les conclusions de ce rapport dont nous détenons copie. Le ministre Kairaba, l'actuel ministre, avait, n'est-ce pas, conclu que la paternité du domaine à la famille Ba, donc à l'appartenance des lieux à Adja Dina Bouba, et il a fait des recommandations d'aider la dame à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits. Malheureusement, la justice que nous connaissons, malgré ce rapport qui a été produit à l'attention du ministre de la Justice à l'époque, le dossier était en même temps géré par le procureur général de Conakry. Le dossier était géré par le procureur général de Conakry. C'est au même moment que le rapport avait été fait au ministre de la Justice. Mais je ne sais pas si le pont était coupé entre la cour d'appel
et le ministère de la Justice, jamais le dossier n'a connu de suite à cette époque-là. Ce dossier reste suspendu depuis jusque-là, depuis toutes ces années, 2022 à maintenant. La dame est en train d'être trimballée tous les jours de son domicile à Kaloum, de son domicile. Elle est vieille, elle est malade, elle est hypertendue, elle est diabétique. On ne pense pas à cette pauvre maman, à son état de santé. Ceux qui sont en train de faire cela ne pensent même pas à la mort, ne pensent même pas à ce qu'ils, c'est-à-dire à la tombe, ne pensent même pas au jour de la résurrection, ne pensent même pas à leur progéniture. Tant au niveau de la justice qu'au niveau de cette famille Bangoura, on fait dans l'immoralité, dans la malhonnêteté, pour exproprier de force cette vieille maman de son domaine qu'elle a acquis légalement, qu'elle a hérité de son mari, qu'il a acquis légalement. Les documents en font foi. Depuis 2022, le jugement peine à être rendu du côté de la cour d'appel de Conakry dans cette affaire. Par plusieurs fois, je me suis personnellement déplacé sur le terrain pour aller constater de visu l'ampleur des dégâts causés par cette famille Bangoura, le préjudice qu'ils ont fait subir, n'est-ce pas, le dommage causé à cette famille. J'ai été voir ça de mes propres yeux. Il y en a même qui ont commencé à mettre les soubassements sur ces terres. La gendarmerie de l'habitat de Koya a intervenu plusieurs fois, mais l'affaire est restée suspendue. Pendant que ce dossier est suspendu, cette même famille Bangoura, je ne sais pas, par la complicité de X ou Y, a intenté une autre procédure au niveau du tribunal de Koya autour des 10 autres hectares qui étaient épargnés. Selon les informations qu'ils se sont dit, qu'après, c'est-à-dire il faut se battre pour créer des problèmes autour des 3 hectares, et ensuite ils vont se tourner vers les 10 hectares. Et c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Cette même famille Bangoura, par le passé, a tenté d'incendier cette plantation de 10 hectares. J'ai été voir les traces. Ils prennent de l'essence, 1 litre d'essence, ils vont verser là-bas et puis ils mettent le feu. Les gardiens interviennent rapidement pour éteindre le feu. Cela est arrivé par le passé. Ils l'ont fait. Il y a eu des plaintes contre eux. On ne sait pas qu'est-ce que ça a donné jusque-là. Apparemment, aujourd'hui, alors que le dossier, c'est-à-dire leur plainte par rapport aux 10 hectares, est en train d'être examiné par la justice de Koya, le verdict devrait être rendu même aujourd'hui. Le verdict devrait être rendu aujourd'hui, jeudi. Au même moment, ce sont eux encore. Parce que il faut dire les choses telles quelles. Qui ont dû mandater quelqu'un pour aller mettre le feu à la plantation. Et le feu a débordé, a dépassé l'entendement. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour aller éteindre le feu. Mais où allons-nous avec des pratiques comme ça? La vieille est aujourd'hui en quête de justice. Elle est sans défense. Elle n'a plus de repères, aucun moyen de recours. Elle est brimée dans ses droits. Elle est victime d'injustice. Elle est victime de conspiration. Parce qu'elle est vieille. Parce qu'elle est pauvre. Parce qu'elle n'a personne bien placé pour la défendre.
Parce qu'elle ne peut pas corrompre comme ces fripouilles le font. Parce que la justice peine à garantir le droit à tous les citoyens. Parce que l'injustice est devenue la norme. Parce que la vérité a fui. Parce que la morale a foutu le camp. Parce que la foi en Dieu n'existe plus. La crainte d'Allah n'existe plus. Ces vieillards qui sont au soir de leur vie, qui sont en train d'entretenir cette fausseté, cette malhonnêteté, cette magouille dans le faux, sans une once de dignité, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal de subir autant d'injustices dans son propre pays. Ça fait mal d'être autant vulnérable dans un État qui se dit État de droit. Ça fait mal de se faire traîner dans la boue injustement comme cela, sous un régime qui a promis de faire de la justice la boussole. Ça fait mal. Ça fait mal de vivre un tel quotidien, une telle réalité dans son propre pays. Ça fait mal, il faut le dénoncer. La justice guinéenne doit se réveiller. Les magistrats guinéens doivent renouveler leur serment. Parce que là, beaucoup ont sacrifié, beaucoup ont prostitué la magistrature aujourd'hui à des fins personnelles. On le sait. Il y en a même qui ont honte désormais d'exercer cette profession en Guinée. J'en connais aujourd'hui qui ont même envie d'ôter, n'est-ce pas, leur blouse, leur robe de magistrat. Il y a des jeunes qui ont renoncé à leur passion pour cette profession à cause de la malhonnêteté dont incarnent certains magistrats. Le mauvais exemple que certains magistrats sont en train de donner. Cette image humiliante, cette image sordide, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de renvoyer de la justice guinéenne aujourd'hui. Ça fait mal. Que les magistrats se fassent manipuler à souhait, comme s'ils n'ont jamais prêté serment de défendre le droit. Où allons-nous avec ça? Vous êtes des pères de famille. Vous allez mourir un jour. Pensez à cela. Pensez à l'avenir de vos enfants. On a doté la magistrature dans des statuts particuliers, d'un statut particulier, pour que les magistrats puissent se sentir à l'aise, être à l'abri du besoin, avec des salaires, en tout cas, qui n'ont rien à envier aux autres corps de métier en République de Guinée, qui n'ont rien à envier aux autres professions. Ils sont mieux payés que les médecins. Ils sont mieux payés que les enseignants. Pourvu qu'ils agissent, qu'ils disent le droit. Pourvu qu'ils ne fassent pas de la justice, n'est-ce pas, une maison sale. Pourvu qu'ils ne se servent pas de la justice pour s'enrichir malhonnêtement et indignement, dans l'indignité. Malheureusement, ce statut, malgré tout ce que les dispositions ont garanti pour les magistrats, il y en a qui s'en foutent pas mal des dispositions de ce statut des magistrats. Il y en a qui ont foulé au sol le droit, qui n'agissent aujourd'hui que pour leur compte, qu'à leur bon vouloir. Au gré de l'argent. Vous avez de l'argent aujourd'hui, vous êtes vainqueur devant la plupart des tribunaux et cours d'appel de Guinée. Soit vous avez de l'argent ou des relations. Sinon, vous subissez de l'injustice notoire au quotidien et la justice ne fera rien. Nous en connaissons. Au moment venu, on va le dire. Il y a même des magistrats qui prennent des enveloppes pour aller donner à d'autres magistrats,
à des collègues magistrats pour les corrompre dans des procédures, faire du tort à des honnêtes citoyens. Certains Libanais de Conakry aujourd'hui sont champions dans ça. La plupart des Libanais de Conakry ont des magistrats dans leur poche. Au moment où on parle de Koya, une autre situation similaire du côté de Dubreka. Un autre citoyen qui a sa carrière à Dubreka, qui a fait venir un huissier de justice pour évaluer, n'est-ce pas, les biens qui étaient là. Il y a eu, ils étaient en contentieux avec les associés de la carrière, étaient en contentieux. Et finalement, il fallait évaluer les biens sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? L'huissier de justice a récupéré les poclins, les machines qui coûtent des centaines de millions. Il est allé les vendre frauduleusement, sans le consentement du propriétaire des engins. C'est du vol aggravé, ça. Et ceux-ci vivent aujourd'hui à Conakry. Sont en train de servir dans cette autre corporation des auxiliaires de justice. Un autre assistant d'avocat s'est permis également d'aller vendre des camions de ce citoyen du côté de Dubreka. La procédure est pendante devant le tribunal de Dubreka jusque-là, sans suite. Faire du faux, établir des faux actes de vente au nom d'un défunt, quelqu'un qui est décédé, un avocat qui est mort, un de ses assistants malhonnêtes a réussi à faire un faux acte de vente au nom de son maître, de celui qui l'a approché, qui est maintenant à l'au-delà. Il n'a pas pensé à tout ce que l'homme lui a rendu comme service. Il a réussi à mentir au nom de quelqu'un qui est mort pour s'approprier, pour s'accaparer de quelque chose qui ne l'appartient pas. C'est du vol. Tout cela doit changer dans notre pays. Combien d'autres citoyens sont victimes d'injustice dans ces conflits, dans Domanio, à Koya et à Dubreka? Qu'est-ce que la justice est en train de faire dans ces dossiers? Qu'est-ce que la justice guinéenne est en train de faire? Qu'est-ce que la justice guinéenne est en train de faire? Combien d'autres ont eu leur plantation brûlée du côté de Kindia par des malhonnêtes qui ont procédé, qui ont vendu ces terres et qui regrettent ça aujourd'hui parce que la terre a pris de la valeur. À Koya, notamment Doumbouya, le domaine dont on parle, la plantation de Agadjena Bouba, quand on a cherché à avoir la version de la famille, vous savez quel a été leur argument? Ils n'ont aucun document qui prouve que ça leur appartient. Mais il y a des documents qui prouvent qu'ils ont vendu le lieu. Ils disent que non, qu'à la vente des 13 hectares, qu'ils ont convenu avec M. Ba que le jour où le domaine va changer disons, de mode d'utilisation, c'est-à-dire que le domaine cesse d'être un domaine agricole pour devenir un domaine d'habitation, qu'en guise de reconnaissance, que la famille Ba devrait leur rétrocéder quelques portions de terre. Aucun papier ne le certifie. Des mensonges fabriqués malhonnêtement, dans l'indignité. Et ce sont ces gens-là qui se disent des croyants, des musulmans. Ils sont dans les mosquées en train de prier. Ce sont eux qui sont au rendez-vous des lectures du Saint-Coran et qui sont en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours. Où allons-nous? Que devient notre société? L'immoralité est devenue la valeur cardinale qui fonde la vie de la plupart des Guinéens aujourd'hui. Plus personne n'a peur de Dieu. Plus personne ne pense à l'au-delà. Plus personne ne pense à ses progénitures. Plus personne n'a peur du péché. Comment on peut construire une société harmonieuse dans de telles situations? Le seul élément, la seule chose qui devrait garantir
qui devrait sanctionner cette fourberie, ces pratiques malhonnêtes, c'est la justice. Cette justice, elle est plus que perdue. Elle s'est abîmée. Elle s'est effondrée. Elle s'est enchevelie. Elle s'est fourvoyée dans son fonctionnement. 90% des Guinéens aujourd'hui disent « J'ai donné pour moi à Dieu. » Tout le monde est en train de dire ça, j'ai donné pour moi à Dieu. Parce que la justice a été incapable de jouer pleinement son rôle. Et après, qu'il ne faut pas s'indigner, qu'il ne faut pas dénoncer cela. Ça fait mal de vivre dans une telle société. C'est une preuve d'être guinéen. Je l'ai dit par le passé. D'aucuns ont estimé que ce sont des grossièretés que j'ai avancées. Or, c'est la vérité. On a l'impression que Dieu a quitté la Guinée. Parce que toutes les valeurs que Dieu nous commande, toutes les obligations qui nous sont faites par la parole de Dieu, quelle que soit la confession religieuse, tout ce que Dieu nous dit dans le christianisme ou en islam, qui sont ces Guinéens qui sont en train de respecter ça aujourd'hui? On parle de Dieu, on ne croit même pas en l'existence de Dieu. On fait du tort à autrui. Et tous les jours, l'injustice est en train de galoper. La société est débordée par ces situations. Des pauvres citoyens sont victimes. Chaque jour que Dieu fait, la justice est incapable de les rétablir dans leurs droits. Vous pensez que Dieu dort? Ce sont des pratiques comme ça qui empêchent notre pays à évoluer jusque-là. Chaque jour que Dieu fait, quand une lueur d'espoir se présente, la Guinée se fondre encore dans le désespoir. À cause de nos propres comportements, de nos agissements malhonnêtes. À cause de la cupidité, de l'incrédulité des Guinéens. On peut construire une société dans ça? Non. Ça, c'était le premier élément. L'autre sujet, c'est encore concernant les domaines, notamment à Boké. Tout ça, c'est pour interpeller les autorités si elles ont conscience qu'il faut agir pour sauver notre pays de ces pratiques-là. À Boké, les coutumiers, c'est-à-dire les familles, les cultivateurs qui sont là, dont les domaines sont en train d'être récupérés tous les jours par les sociétés minières dans le cadre de l'exploitation des mines de bauxite, ont droit à ce qu'on appelle la compensation. Il y a des personnes qui sont recrutées au sein des sociétés pour être des personnes chargées des relations avec les collectivités, avec les communautés villageoises. Ces personnes font alliance avec des malhonnêtes, des bandits qui sont installés à Boké, par la complicité de certaines autorités, pour aller dans les villages, demander aux villageois. C'est-à-dire, ils font le démarcheur. Demander aux villageois de leur confier leurs terres, qu'ils vont tout faire pour les rendre valeureuses dans la compensation auprès de la société SMB notamment. Nous avons des documents qui certifient cela. La société SMB est en train de débourser des milliards et des milliards pour les communautés villageoises de la région de Boké. Mais ces milliards, c'est seulement une infime partie qui arrive
aux populations concernées. Des bandits, des malhonnêtes qui servent d'intermédiaires s'accaparent de ces magots-là pour aller se construire des bâtisses à Conakry ou à Koya, à Dubreka ou même à Bokeville. Quand une terre doit être compensée en 12 millions ou en 30 millions, ils viendront donner 5 millions aux populations. Ils se battent pour se faire attribuer des domaines, se substituer à des ayants droit, prendre l'argent et à leur tour, ils viennent négocier maintenant avec des villageois. Ils prennent des centaines de millions, voire des milliards avec les sociétés minières et ils viennent donner des miettes aux communautés villageoises qui en ont le ras-le-bol aujourd'hui, qui en ont marre aujourd'hui. Et quand ils réussissent à faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent dans cet argent également, ils courent vers la justice du côté de Bokeh. Ils courent vers des cadres de la préfecture de Bokeh pour aller les soudoyer, pour aller les corrompre, afin que les revendications de ces populations ne trouvent pas écho. La justice aussi ne rend jamais justice. Et finalement, ces populations sont obligées de se recroqueviller, de plier les bras et rester à l'attente de la justice divine. S'il fait qu'il y a des manifestations récurrentes de ce côté-là pour dénoncer, n'est-ce pas, les conditions de vie précaires. Sinon, les compensations qui se font de ce côté-là en faveur de ces communautés, ça devrait suffisamment permettre à ces communautés-là de subvenir à leurs besoins ou même de construire des infrastructures de base dans leur communauté qui peuvent servir l'intérêt des populations. Mais c'est par la complicité de ceux qu'on appelle aujourd'hui les délégations spéciales. Des gens affamés qui sont arrivés à la tête de ces délégations spéciales. Des malhonnêtes qui sont dans les conseils de district, qui s'associent avec des escrocs pour, n'est-ce pas, exproprier les populations de leur domaine, détourner leur argent et venir leur remettre des miettes. Cette situation se vit dans le quotidien des Bokeka, à Dabis là-bas. J'ai toute la documentation, tout ce que j'ai dit, j'ai de la documentation sur moi. Si je ne l'ai pas en version numérique sur moi, je l'ai en physique à Conakry. Mais où allons-nous avec ça? Ça, c'était le premier pan de notre intervention. Le deuxième pan, c'est quoi? C'est par rapport toujours à la justice. Et la Guinée. Je crois que vous avez vu le procès de Ali Ouba. Après, on dit que les décisions de justice ne doivent pas être commentées. Une décision de justice similaire à celle qui avait été rendue à Dixine contre Pendessa, notre camarade syndicaliste et journaliste, grand défenseur de la liberté de la presse. Une décision similaire qui avait été rendue contre Babila du côté du tribunal de Mafanko. Mais on parle de quelle décision maintenant là? On parle de la CRIEF. La CRIEF. Je pose des questions. Je ne sais pas si vous avez vu le dossier, le jugement de Honorable Amadou Damaro. Vous allez être choqués de découvrir des situations comme ça dans notre pays. Dans le jugement, c'est-à-dire la décision de la CRIEF concernant le dossier d'Amaro, je vous lis une partie. En effet, pour prétendre au paiement de ce montant, l'État guinéen argue du fait que dans l'utilisation du montant de 15 milliards de francs guinéens alloués à l'Assemblée nationale dans le cadre de la construction de son siège, Amadou Damaro Camara et consorts, notamment Michel Kamano, n'ont pu justifier la destination du montant de 12 milliards 786 472 750 francs guinéens, qui n'ont pas pu justifier la destination. Or, sur les 15 milliards, je vous avais dit qu'il y a 6 milliards
qui étaient dans les comptes de l'Assemblée nationale, qui ont été décaissés après le coup d'État. Jusque-là, on ne sait pas où est parti cet argent-là. La CRIEF devrait nous aider à récupérer ces 6 milliards restants qui étaient sur le compte de l'Assemblée nationale et qui avaient été décaissés au lendemain du coup d'État. Et il a dit, or, il est constant que résultant des pièces du dossier, en l'occurrence, les chèques établis par la trésorière Aïssatou Diallo, ainsi que des déclarations de celle-ci et de Saa Tolno, directeur administratif et comptable de l'Assemblée nationale, que ni Amadou Damaro Camara, ni Michel Kamano n'ont utilisé le montant incriminé à des fins personnelles. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le jugement. Qu'il ressort dans les pièces que ni Amadou Damaro, ni Michel Kamano n'ont utilisé le montant incriminé à des fins personnelles. Donc, ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas utilisé les montants à des fins personnelles. Également, mieux, dans la décision, les faits de corruption et détournement qui sont retenus contre eux résultent de l'inobservation des règles relatives à la passation des marchés publics et celles relatives à l'exécution des dépenses d'investissement. C'est-à-dire que ce qu'on peut reprocher à Honorable Damaro et Michel Kamano, que c'est l'inobservation, donc leur manque d'observation, ou le non-respect des règles relatives à la passation des marchés publics. Il dit les premières exigent notamment la mise en concurrence, c'est-à-dire les premières violations autour desquelles la justice se prononce, c'est-à-dire que les règles exigent la mise en concurrence qui n'a pas été observée par Amadou Damaro Camara et Michel Kamano, alors que les secondes interdisent la réaffectation ou le redéploiement dont ceux-ci ont transgressé. Parlant des marchés publics, et je le dis en étant aussi spécialiste des marchés publics, qu'il n'y a pas eu de mise en concurrence. C'est-à-dire, en matière de passation des marchés publics, il y a 3 procédures. La règle, selon la loi, c'est l'appel d'offres ouvert. C'est ça la règle. Il y a maintenant d'autres procédures dérogatoires, notamment l'appel d'offres restreint et le gré à gré. L'appel d'offres restreint ou le gré à gré. D'accord? L'appel d'offres restreint dit que quand un marché, par exemple, il y a un contrat, les travaux, notamment la construction du siège de l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un nombre très limité d'entrepreneurs ou d'entreprises en République de Guinée qui peuvent réaliser de tels édifices, de tels travaux. On procède à la mise en place d'une procédure d'appel d'offres restreinte. L'appel d'offres restreint, c'est quand les besoins, les travaux, les fournitures pour lesquelles une autorité contractante veut passer un contrat ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre très limité d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires. Donc, il n'y a pas eu de mise en concurrence. Et même ça, il y a une mise en concurrence parce qu'on fait appel à 3 entreprises, maximum 5, pour les mettre en concurrence, évaluer les offres. L'État attribue le contrat toujours au moins 10 ans. Celui qui donne comment dire, le montant minimal. Celui qui donne une enveloppe financière moins coûteuse, n'est-ce pas? Une enveloppe financière qui ne soit pas chère à l'État, qui ne coûte pas cher à l'État, c'est à cette entreprise-là que le marché est souvent attribué, c'est-à-dire le moins 10 ans. Celui qui donne un prix minimum. C'est celui-là qui bénéficie des contrats. Et le gré à gré s'établit à 2 niveaux, à la rigueur 3. Il y a des cas d'urgence, c'est-à-dire d'abord la première règle, il y a ce qu'on appelle les besoins de défense. Quand il s'agit de commandes de munitions ou d'armement, l'État procède au gré à gré parce que c'est incompatible à la publicité. On appelle ça les besoins de défense. En dehors de cela, il y a l'urgence, c'est simple. L'urgence, c'est simple.
on fait l'appel d'offres ouvert en bonne et due forme. Le délai de publicité qui est de 30 jours pour les appels d'offres nationaux est réduit à 15 jours quand il y a urgence simple pour accélérer. À défaut, l'urgence extrême. L'urgence extrême, il y a par exemple l'ouverture des classes, je l'ai dit. Il y a une école qui est en rénovation, on ne peut pas repousser l'ouverture des classes à cause du retard dans les travaux. L'État, l'autorité contractante peut procéder à la mise en place d'un contrat de gré à gré pour faire face à la situation. Également, urgence impérieuse. Donc, à des cas de force majeure, un pont a cédé quelque part, il faut rénover, il faut rétablir la circulation, on procède au gré à gré. Donc, on dit que c'est la règle qui n'a pas été l'absence, justement, l'inobservation, n'est-ce pas, des règles de procédure de passation des marchés publics. Dès lors, avec l'absence de preuves relatives à l'utilisation par Amadou Damaro Camara et Michel Kamano, le montant incriminé à des fins personnelles, il convient de débouter l'État guinéen de cette demande comme non fondée. Donc, que l'argent, les 15 milliards reprochés à Damaro, selon ce document-là, n'ont jamais été détournés à des fins personnelles. Par contre, concernant la demande relative à la condamnation de Amadou Damaro Camara, Michel Kamano et le chinois Kim, au profit de l'État guinéen de la somme de 20 milliards, quand bien même fondé en ce que le préjudice causé à l'État guinéen est réel, s'expliquant notamment par le retard que connaît la réalisation du projet de construction du siège de l'Assemblée nationale et la constitution d'avocats par l'agent judiciaire de l'État ayant nécessité le paiement des honoraires considérables ainsi que plusieurs autres. Voilà, ainsi que plusieurs autres. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. C'est le document qui dit. Ça, c'est de passage. Et c'est lui qui est condamné. La justice l'a condamné, oui. On est pour la justice. Sauf qu'on dit qu'il n'a pas détourné, mais il est condamné. Parce que la violation, que la règle de passation des marchés publics, notamment la mise en concurrence, n'a pas été respectée. Nous avons dénoncé combien de marchés en Guinée qui n'ont pas respecté la procédure de passation des marchés publics. Notamment la construction de la maison centrale de Conakry. Jusqu'à la fin de mes jours, je ne cesserai pas de le dire. Je le dis et je le répète. Le code des marchés publics a été entièrement violé dans ses dispositions dans l'établissement du contrat de rénovation et d'extension de la maison centrale de Conakry. Pas que, d'autres contrats. Les contrats que Ousmane Gawal, de rénovation que Ousmane Gawal a établi, 20 milliards et 65 milliards pour la rénovation de bâtiments, ces contrats n'ont jamais obéi aux règles de passation des marchés publics. Pas que. Il y en a plein. J'ai toutes les données, tous les contrats, plus de 900 contrats. Attends, on ne va même pas aller dans les discours. Plus de 900 contrats établis par le CNRD. Des contrats de gré à gré qui ne s'adossent pas aux dispositions du Code des marchés publics. Parce que le gré à gré ne peut être passé que lorsque les marchés obéissent aux conditions de gré à gré. Mais si les marchés n'obéissent pas aux conditions de gré à gré et que vous passez des marchés de gré à gré, en violation, n'est-ce pas, des dispositions du Code des marchés publics, la loi est claire là-dessus, c'est une pratique assimilée à la corruption. La loi anticorruption le dit, le Code pénal le dit. C'est clair comme l'eau de roche. Je n'invente pas. Rien qu'en 2022, il y a eu 153 contrats qui ont été passés sous le CNRD par gré à gré. Je ne veux pas dire que les 153 contrats de gré à gré n'étaient pas tous éligibles au gré à gré. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais la plupart, la majorité de ces contrats-là, qui ont été attribués par gré à gré, n'obéissent en rien, ne respectent en rien la procédure de passation des marchés publics. C'est une violation du Code des marchés publics. Ces 153 contrats, le montant s'élève à 5 656 milliards,
275 770 056 francs guinéens. Ça dit que vous vous souvenez que l'État guinéen a emprunté les réserves obligatoires des banques primaires à la BCRG, 5 000 milliards. Les montants qui ont été engagés dans les contrats de gré à gré, c'est plus de 5 000 milliards. C'est 5 656 milliards. Plus de 5 656 milliards. Les contrats de gré à gré en 2022. Seulement en 2022. Seulement en 2022. Il y a 875 entreprises nationales qui ont bénéficié de ce contrat-là. La justice est là. En fait, si nous étions dans un état de droit, je me serais sacrifié pour défendre ce dossier-là. Mais vous allez le faire dans quel pays? En Guinée? Là où j'ai été confronté à Mafanko, on m'a condamné. Mais quel autre marché vous allez attaquer? La loi dit que les contrats de gré à gré ne doivent pas dépasser 10% de l'ensemble des besoins, c'est-à-dire des marchés qui sont conclus dans un département ministériel. Il y a de ces départements, je vous donne également le pourcentage des marchés de gré à gré. Je vous donne le pourcentage des marchés de gré à gré. La loi dit que ça ne doit pas dépasser 10%. Ça ne doit pas dépasser 10%. C'est-à-dire, l'ensemble des marchés, des contrats qui sont établis par un département ministériel au cours d'un exercice budgétaire, c'est-à-dire au cours d'une année, l'ensemble de ces marchés, si c'est 30 milliards, les marchés de gré à gré ne doivent pas dépasser 10% des 30 milliards. Si c'est 60 milliards, les marchés de gré à gré ne doivent pas dépasser 10% des 60 milliards. 10%, hein? Mais je vais vous donner la physionomie de gré à gré. Vous allez comprendre dans quelle situation notre pays se trouve aujourd'hui. Au ministère de l'Agriculture, en 2022, ils ont dépassé les 10%. Ils étaient à 11%. Soit 351 milliards, plus de 351 milliards pour 75 marchés. Au ministère de la Défense, c'est 78%. Au lieu de 10%, c'est 78% de gré à gré. Pour 489 milliards. 24 marchés. Pour le ministère de l'Énergie, 13%. On a dépassé les 10%. Pour un montant de 836 milliards de francs guinéens. Pour le ministère de l'Économie et des Finances, 43% de gré à gré. Pour un montant de 991 milliards de francs guinéens. Pour le ministère de l'Enseignement préuniversitaire, 42% de gré à gré. Pour 132 milliards. L'enseignement technique était à 8%. Donc, en deçà, c'est l'enseignement technique qui a respecté la procédure. Ou le pourcentage, les 10% que la loi fait mention, dont la loi mentionne. Au ministère des Infrastructures, 57% des marchés ont été donnés par gré à gré, soit 5 878 milliards de francs guinéens. Au ministère de la Santé, 52%. Au ministère de la Sécurité, 100%. C'est-à-dire, tous les marchés du ministère de la Sécurité ont été attribués par gré à gré. 100% des marchés. 14 marchés pour 230 milliards de francs guinéens. Enseignement supérieur, on était en deçà, 4% de gré à gré. Le ministère de l'Habitat, 26%. Le ministère de la Promotion féminine, 48%. Le ministère de l'Information, 6%. Dans la norme, il n'y a que 3 ou 4 départements qui sont dans la norme. Le ministère des Mines, 33% de gré à gré. La présidence de la République, 84% de gré à gré. Pour 5 marchés, soit 34 milliards et quelques. La primature, 24% de gré à gré. Le secrétariat général du gouvernement, 96% de gré à gré. Le ministère des Affaires étrangères, 69% de gré à gré. Le ministère de l'administration du territoire, 53% de gré à gré. Alors que la loi dit que c'est 10% des marchés, de l'ensemble des marchés qui doivent être attribués par gré à gré. Mais si on vous donne aussi les entreprises, la situation des entreprises,
Une entreprise qui n'a jamais fait dans la construction, vous allez voir cette entreprise-là a bénéficié d'un contrat de construction. Mais où allons-nous avec ça? Il y a de ces entreprises qui sont en train de mettre des briques aujourd'hui pour faire des caniveaux à Conakry. Des briques. Des briques pour en faire des caniveaux. Ils alignent des briques pour construire des caniveaux. Au lieu de faire les bétons armés comme on le connaît. Conakry qui a une très grande pluviométrie. Mais la plupart de ces marchés sont donnés à des... Nous en connaissons. En fait, ce que je dis, je mets quiconque au défi de prouver le contraire. J'ai toutes les données avec moi. Où allons-nous avec ça? Plus de 900 marchés. On parle d'un montant de combien pour les contrats de gré à gré? En 2022, l'ensemble des marchés qui ont été immatriculés, 2022, de janvier à décembre 2022, l'ensemble des marchés qui ont été immatriculés, le nombre total des marchés, je vais vous donner, c'est un total de 962 contrats. En 2022, 962 contrats pour un montant de 12 338 milliards 787 millions 787 120 francs guinéens. Et sur les 12 338 milliards, il y a 5 656 milliards qui ont servi au financement des contrats de gré à gré. Il y a 4 000 et quelques qui sont partis dans l'appel d'offres ouvert. Donc 4 000 et quelques qui ont respecté la procédure. Plus de 5 000, près de 6 000 milliards, disons, qui ont été investis dans les contrats de gré à gré. Et certains sont condamnés parce que, effectivement, ils n'ont pas respecté la procédure. Cette procédure de mise en concurrence, cette procédure d'appel d'offres ouvert. On va quitter ce cadre. L'autre, Dr Diané, en fait, nous avons défendu des dossiers pour lesquels nous avons demandé à ce que justice soit faite. Oui, il y a eu des dossiers de corruption, de présumée corruption que nous avons dénoncés. C'était à la justice d'établir la culpabilité ou non de ces présumés accusés. La loi anticorruption, en son article 63, nous confère le pouvoir de dénoncer en tant que lanceur d'alerte, en tant que journaliste d'investigation. Et on est protégé. Malgré ça, on se fait condamner. On dit qu'aucun journaliste d'investigation qui fait des révélations sur la foi des preuves ou d'indices concordants ne doit faire l'objet ni de poursuites ni d'arrestation. Et son média ne doit pas faire l'objet d'interdiction. Nous, on a été condamnés, notre média a été interdit. Nous aussi, on a été interdit d'exercer notre métier. Qu'on est dans un état de droit. Dr Diané, ministre de la Défense, condamné, oui. D'accord. Moi, je ne défends pas ces gens-là. Hein, sur le Saint-Coran. Par Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Par Allah, je ne défends. C'est-à-dire, je ne dois pas jurer sur le Coran. Je jure par Allah. Je ne défends personne de ces gens-là. Mais nous sommes pour la justice, pour la légalité. Où vous pouvez condamner un Dr Diané, laissez les intendants qui sont signataires sur le budget de l'armée. Les intendants. Ibrahim Khalil Kouyaté. Et l'autre Condé, qui Condé. Et Gassim Traoré, je crois qu'il est là-bas maintenant. On va condamner le ministre de la Défense. L'ancien chef d'état-major, Namori Traoré, n'a jamais fait face à la justice. Ce sont eux qui connaissent l'effectif des militaires. Ce sont eux qui connaissent, qui donnent les dépenses de l'armée. C'est comme Idi Amin aujourd'hui. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher. Moi, personnellement, je ne peux pas l'accuser directement sur l'utilisation des montants qui sont accordés au ministère de la Défense. Je ne peux pas, bien qu'il soit ministre de la Défense. Parce que le ministère de la Défense, ça sert, le budget du ministère de la Défense, ça sert l'armée directement. Et qui sont ceux qui gèrent le budget de l'armée? Ce sont les chefs d'état-major. Diané, poursuivi, condamné. Mais Namori Traoré n'a jamais fait face à la justice. Et ce sont eux et les intendants qui signent. Les intendants de l'armée. Tout le monde connaît, c'est des manias aujourd'hui. Ils sont propriétaires de combien d'immeubles à travers le pays. Nous connaissons. Et j'en connais même.
Même un seul mois suffit à l'intendance de l'armée pour être à l'abri du besoin pour le restant de ta vie. Aucun de ces intendants-là n'a été interpellé par la justice. Diané pouvait être condamné, oui, mais est-ce qu'il devrait être condamné seul? Sans qu'on ne fasse appel à ses co-signataires, à ses co-dépensiers, à ses collaborateurs avec lesquels il gérait ces dépenses-là, ou le budget de la défense. Il y a ces intendants ne sont jamais inquiétés. Et ce sont eux qui sont qui ont la main dans la pâte encore, qui sont aux manœuvres encore, qui sont là en train de gérer. Ils sont là-bas. Ils sont des multimilliardaires. Ils ne sont jamais inquiétés. Et qu'on parle de droit, qu'on parle de justice. Ils nous en veulent, ils veulent nous tuer pour ça. On va mourir. Mais on ne meurt qu'une seule fois. On peut nous tuer sur terre. Et d'ailleurs, que vous nous tuez ou pas, ni vous ni nous, personne ne va échapper à la mort. On est tous destinés à la mort. C'est la mort qui a été créée, que Dieu a créée en premier avant la vie. On va mourir. Mais il faut mourir pour des causes justes. Que de mourir dans l'indignité, dans la malhonnêteté, dans l'incrédulité. On nous en veut aujourd'hui parce qu'on dit la vérité. On nous en veut aujourd'hui parce qu'on défend la justice. On nous en veut aujourd'hui parce que nous sommes en train de lutter pour le respect des valeurs. Nous sommes en train de défendre le bien-être collectif. Nous sommes en train de défendre le pays. Nous sommes en train de dénoncer les maux dont souffre notre société. Les maux qui assaillent, qui assaillent notre administration. Et vous pouvez me condamner. Ils ont envoyé Mandian Sidibé en prison. Avec qui? Avec son comptable. Parce que, avec son DAF ou comptable, je ne sais pas. Le financier et l'ordonnateur principal, parce que les deux sont signataires. Diané et qui signait sur les documents de la défense? Où sont-ils? Qui faisait parvenir les dépenses pour que le ministre, pour soumettre au ministre afin que ce soit signé et que le décaissement soit demandé? Qui le faisait? Ils ne sont jamais inquiétés. Regardez. Ça, c'est un caniveau qui est en construction à Conakry. Caniveau en briques. Caniveau en briques. C'est ce qui est en construction à Conakry. Caniveau en briques. Des entreprises qui n'ont aucune qualification, aucun équipement, aucun personnel, qui sont montées de toutes pièces, qui ont été créées. En fait, ce que je vous dis, ne me donnez pas, ne me croyez pas, ne me donnez pas raison, mais allez-y vérifier. La plupart des entreprises qui sont bénéficiaires des contrats sous le CNRD depuis le 5 septembre 2021 à maintenant, voyez la date de création de ces entreprises. Si vous trouvez que 50% de ces entreprises ont été créées avant le CNRD, venez, les entreprises qui sont bénéficiaires de gros contrats là, si vous vous rendez compte que 50% de ces entreprises, pas des montants, mais des entreprises ont été créées avant le CNRD, venez l'exposer. Quand je prends un contrat ici, je cherche l'entreprise, soit que ça n'existe pas, ou si ça existe, ça a été créé en 2022 ou en 2023, ou encore en 2024. Des entreprises qui ont bénéficié de plus de 100 milliards de francs guinéens, de plus de 200 milliards de francs guinéens en 2022, mais les entreprises là ont été créées en 2023. On a vu tout ça là sous cette transition. Ça existe. Moi, j'ai des données de 2022 et de 2023. Tout est disponible. Pour des autorités qui veulent de la bonne gouvernance, qui veulent que ça change dans le pays. Quoi de mieux que de nous approcher afin qu'on vous aide? Quand je dis approcher, il ne faut pas que les gens ils pensent tout de suite là qu'ils cherchent à être nommés. Je m'en fous éperdument. Je ne veux d'aucun poste avec le CNRD. Et même si on m'offre la primature sur le CNRD, Wallah, billahi ta'ala, je n'en veux pas. Mais je veux
que ça aille dans l'intérêt supérieur de la nation. Si c'est pour servir l'intérêt de la nation en fournissant des éléments d'information, même si on ne me paye pas, qu'on ne me paye rien, qu'on me mette à contribution pour traquer les fossoyeurs des ressources publiques, les corrompus, les gangsters qui sont en train de détourner l'argent public, moi ça me suffit. Ça me suffit largement que le peuple soit servi. Que l'argent du contribuable guinéen aille dans le bon sens, soit servi pour de bonnes causes. Mais que ce ne soit pas des individus, un groupe d'individus qui s'accaparent de ces montants-là pour aller s'offrir des vies paradisiaques. Non, on va dénoncer. On va continuer à dénoncer. Peut-être nous allons mourir. Ils vont nous tuer, on ne sait pas. Mais Dieu l'Éternel des cieux est notre gardien. C'est à lui que nous nous sommes confiés en faisant ce travail. Sinon, on pouvait renoncer. Faire le malhonnête comme beaucoup d'autres. Fermer les yeux comme on nous le demande. Fermer la bouche. Manger pour toi. Et partir. On me donne des milliards, je vais empocher, je prends ma famille, je vais m'installer dans le pays où je veux. Je commence à mettre en place un business en Guinée. Je crée une entreprise. Je commence à courir derrière mes relations pour avoir des contrats malhonnêtement. Que ce soit bien exécuté ou pas, je peux prendre l'argent et puis on se distribue l'argent, c'est fini. On pouvait le faire. Mais on ne peut pas le faire. Parce que la morale qui nous commande nous interdit de le faire. Parce que l'éducation que nous avons reçue ne nous permet pas de nous comporter comme cela. Parce que nous avons peur de Dieu, parce que nous savons que nous allons un jour rendre compte à l'Éternel des cieux. Parce que nous savons que nous allons léguer également un héritage à nos progénitures. Parce que nous savons que le bien mal acquis ne profite à personne. Parce que nous savons qu'avant nous, avant eux qui sont en train de profiter aujourd'hui, il y en a qui se sont servis malhonnêtement des ressources publiques, mais dont on ignore aujourd'hui l'histoire, c'est-à-dire dont les progénitures sont devenus des moins que rien aujourd'hui dans la nature. Certains sont devenus, je ne sais pas, des farfelus. Ils ne servent à rien. Il y en a même qui cherchent aujourd'hui à se nourrir en demandant de l'aide à des bonnes personnes. Alors qu'ils étaient hier des enfants de milliardaires, des enfants de ministres ou de présidents. On doit penser à tout cela. On est pour la Guinée. Moi, je ne suis contre personne. Et d'ailleurs, en fait, pourquoi être contre quelqu'un? Ça sert à quoi? Donc, revoyez les choses. Revoyez les choses. Il y a une autre information. Cette nuit, que vous n'avez pas, je vais vous donner ce scoop. Cette exclusivité. Aboubakar Diakité Toumba va quitter Conakry cette nuit pour, je ne vais pas donner le nom du pays, pour un traitement. Toumba Diakité est souffrant, selon les informations, mais je suis certain là-dessus, avec des preuves. Toumba Diakité est souffrant, il doit suivre un traitement dans un pays africain. Il va être évacué cette nuit. Mais quand je dis il est souffrant, pas au point que vous allez imaginer comme s'il est alité, non. Depuis très longtemps, ses avocats demandaient, avant même la tenue du procès, ses avocats parlaient qu'il était malade. Et aujourd'hui, on lui a permis d'être évacué. Et si on permettait aux autres malades également d'aller se faire soigner? Les autres malades qui sont devant la justice, qui peinent, malgré les décisions de justice en leur faveur, qui demandent à ce qu'ils aillent se faire soigner, on ne les accorde pas cela. Toumbarek, lui, aujourd'hui, il a bénéficié, et j'apprends des mêmes informations que les plus hautes autorités de Conakry ont donné, que ce sont elles qui ont donné leur feu vert à ce qu'il soit évacué pour suivre un traitement. Il va quitter Conakry cette nuit. Il est tard chez nous, hein? Mais je crois qu'il
Il doit être 23 heures comme ça à Conakry. Vous voyez, mais que la justice puisse être équitable. C'est tout ce que nous demandons. Que quand Babila est fautif, que Babila subisse les rigueurs de la loi. Quand Y est fautif, que Y subisse les rigueurs de la loi. Mais qu'on ne fasse pas de la justice un instrument qui sélectionne ses proies et ses vainqueurs. Qu'on ne fasse pas de la justice un moyen pour régler des comptes. Qu'on ne se serve pas de la justice pour reprimer, pour fermer le bec à des honnêtes citoyens, pour reprimer ses opposants, pour reprimer les personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions que vous, les mêmes valeurs que vous. On ne peut pas construire une société de paix, une société harmonieuse, une société juste dans des pratiques comme cela. Ce n'est pas honorable pour notre pays. Prenons conscience, s'il vous plaît, chère autorité. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le haut commandant de la gendarmerie, c'est lui le ministre, c'est lui la justice. Pas même le ministre de la justice, c'est lui la justice guinéenne. Il a même réussi à créer une gendarmerie de mines. Une gendarmerie de mines. Ce pays, et vous avez vu son acte pour le recrutement des auditeurs de justice. En lieu et place de la justice, en lieu et place des procédures indiquées par la loi. On ne veut pas qu'on mette la bouche dans ça, qu'on dise cela. Pourquoi? Vous avez promis de ne pas répéter les erreurs du passé. Vous avez promis de servir loyalement le peuple de Guinée. Vous avez promis de servir dans l'exemplarité. Vous nous avez promis toutes sortes, n'est-ce pas, de bonnes choses. Malheureusement, ce qui se passe est contraire à cela. Puisqu'on en a fait assez, je vais vous laisser. J'ai promis de revenir sur le dossier de l'or. Ou bien je peux en parler rapidement. Je vais briefer ça. Sinon, on peut avoir un autre numéro spécial pour les détails. Parce que j'ai vu certains médias raconter des ragots qui n'ont rien à voir avec la vérité des faits. C'est dommage. On dit que Yacoub Sidia a été introduit en Guinée par Alpha Condé. Moi, je dis que c'est faux. Ceux qui le disent, c'est faux. Parce que j'ai des preuves. Alpha Condé n'a jamais connu Yacoub Sidia. Je ne connais pas. Je n'ai rien à foutre avec Alpha. Mais, faut pas mentir sur quelqu'un parce que tu n'aimes pas sa tête. Même Mamadi, si on ment sur sa tête aujourd'hui, je le fais à beaucoup de personnes qui... j'ai des discussions souvent avec des gens. Quand ils attribuent des choses à Mamadi ou au régime de Mamadi, si ce n'est pas le cas, je dis non, ce n'est pas le cas. Mais je ne vais pas les défendre, je ne suis pas leur communicant. Moi, j'ai choisi ma ligne, celle de dénoncer l'État, les pratiques qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, des règles. Les pratiques qui vont en défaveur du peuple de Guinée, de l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je dénonce ça. Que d'autres choisissent aussi d'exhiber les mérites du régime, tant mieux. Mais si on leur colle aussi des accusations qui ne sont pas vraies, je vais dire que ce n'est pas vrai. Sans pour autant les défendre, je ne suis pas leur défenseur. Je suis un dénonciateur, je suis un informateur, un révélateur. C'est ma ligne éditoriale. Je ne suis pas un communicant. Donc l'histoire d'or, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous expliquer très succinctement pour que vous compreniez. La personne qui a fait venir Yacoub Sidia, qui a introduit Yacoub Sidia en Guinée, le Mauritanien Yacoub Sidia, qui est inquiété aujourd'hui dans cette affaire d'or, je connais la personne.
Dans le cadre de cette enquête, j'ai échangé avec cette personne. Yacoub Sidia a eu son premier contrat avec la BCRG en mai 2014. Si je ne me trompe pas, le 15 mai. Je vais sortir la date. Mais le contrat qu'il y avait, d'abord, je vais vous dire, Yacoub Sidia, c'est un entrepreneur mauritanien qui est né le 29 décembre 1978 en Mauritanie. Il est très jeune, il a été aux États-Unis pour poursuivre ses études. Et après ses études, il est revenu en Mauritanie. Et sa maman était une personnalité très très influente en Mauritanie. Et donc, sa maman était une femme d'affaires qu'on appelle Ramla Sid Ahmed, et qui avait des affaires qui étaient très très introduites, en tout cas dans les palais des présidents africains à l'époque. Et quand Yacoub Sidia est revenu en Mauritanie, il s'est activé dans la vente de peintures, notamment au Sénégal, et l'exploitation d'un cybercafé en Mauritanie. Mais derrière ça, il y a d'autres activités qui avaient été découvertes après. On lui avait même reproché de faire de la fraude à travers des découvertes, n'est-ce pas, sur son cybercafé, qui servait, selon les informations, à d'autres fins, qui ne soient pas pour l'objectif, dans le cadre, n'est-ce pas, du travail pour lequel il s'était installé du côté de la Mauritanie. En 2005, Yacoub Sidia s'est associé à un citoyen suisse pour mettre en place une société de sécurité qu'ils ont appelée MSS. MSS Sécurité, ça veut dire Mauritania Sécurité et Services. Donc de 2005 à 2013, ils travaillaient avec lui et après ils se sont séparés. Et quand ils se sont séparés, en 2014, c'est-à-dire la société est devenue sa propriété privée. En 2014, au mois de mai précisément, Yacoub Sidia a réussi à avoir un contrat avec la BCRG pour le transport des devises. Mais comment cela est arrivé? Les devises de la Banque centrale de la République de Guinée, euro ou dollar, étaient détenues par le Crédit Suisse. C'est le Crédit Suisse qui a écrit à la BCRG pour dire qu'ils vont fermer leur compte, qu'ils ne vont pas garder maintenant les devises de la BCRG et que la BCRG n'a qu'à indiquer un autre compte sur lequel ils vont virer le solde de leurs devises. Et là, il y a eu deux banques qui ont été repérées pour envoyer, n'est-ce pas, les devises de la Banque centrale. Ces deux banques, c'est Standard Bank en Afrique du Sud et Citibank du côté des États-Unis. Standard Bank en Afrique du Sud recevait les euros et l'autre banque, Citibank, recevait les dollars. Pour le transport de l'argent, c'est Yacoub Sidia, par l'intermédiaire de cet homme dont je parle, qui est d'une nationalité ouest-africaine. Je vais venir là-dessus dans les jours à venir. C'est cet homme qui travaillait avec Yacoub Sidia, qui a démarché pour introduire Yacoub Sidia à la BCRG, et par des services de la BCRG, parce qu'il n'y avait aucun lien également, personne ne le connaissait à l'époque. Yacoub Sidia réussit grosso modo à avoir un contrat de transport de devises, c'est-à-dire il transportait les devises à travers sa société MSS, les devises de la BCRG, pour, n'est-ce pas, ces banques correspondantes à l'international, notamment en Afrique du Sud, Standard Bank et à Citibank. MSS Guinée, ils ont créé MSS Guinée en 2013, au mois de mars 2013, chez Maître Fatoumata Yansane. Et le gérant de la société en Guinée, MSS Guinée, c'est un certain Amadou Djoum. Amadou Djoum avait été, selon les informations, recommandé à Yacoub Sidia par l'ancien ministre des Mines, Mahmoud Cham, qui a été condamné aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses. Et on ne va pas aller dans tous ces détails. Bref, quand le contrat a été signé avec MSS au mois de mai, je crois que c'était le 15 mai. Le 15 mai, si je ne me trompe, attendez, je vais chercher la date. Le contrat a été signé avec MSS pour le transport des devises
Et au mois de juin 2014, c'était le 15 mai 2014. Le 26 juin 2014, le premier transport de devises a eu lieu. C'est-à-dire MSS a pris la première quantité de devises de la BCRG en direction de ses banques correspondantes. Vous allez vous rappeler, au mois d'août, le 8 août 2014, il y a une quantité de devises qui avait été saisie à l'aéroport de Dakar. Il y a eu des communications, des articles existent là-dessus. France 24, RTG, RFI, il y a plein d'articles là-dessus parce qu'on disait que c'était du détournement. On a accusé même, je crois, Alpha Condé à l'époque dans cette affaire alors que ça n'avait rien à voir. C'était l'argent de la BCRG qui devrait être transporté en direction de son compte en devise dans sa banque correspondante à l'international. Il y a eu, entre le 12 et le 16 décembre 2014, il y a eu 65 millions de dollars qui avaient été transportés par MSS. Et après, il y a eu 16 millions de dollars qui avaient été, comment dirais-je, sur les 65. Qu'est-ce que Yacoub Sidia faisait? L'argent de la BCRG, selon les informations, qui partait en direction de ses banques correspondantes, il ne versait pas, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas encaisser cet argent dans sa totalité. Donc, Yacoub Sidia se serait servi de ce montant pour mettre en place une autre société qu'on appelle Phoenix. Phoenix c'est-à-dire le million de dollars qui quitte Conakry, était renvoyé au Mali, au Burkina, en Mauritanie, en Guinée pour acheter de l'or au compte de Phoenix. Puisqu'il n'avait pas de capitaux pour exercer, n'est-ce pas, le commerce de l'or. Donc l'argent, puisqu'il a maintenant un magot sous la main, c'est-à-dire transporte des millions de dollars en direction d'euros en direction des banques de la BCRG, au lieu d'aller encaisser l'argent, il se servait, selon les informations, qu'il se servirait de ces montants-là pour faire tourner son business, c'est-à-dire mettre en place un business d'achat et de vente d'or. C'est ainsi qu'il s'est rencontré avec Tidiane Koïta et tout, donc on ne va pas rentrer dans tout ça. Yacoub Sidia qui transportait des devises pour la BCRG, il est arrivé vers 2017 qu'il y a 21 millions de dollars qui manquaient à l'appel. Cela avait été constaté par l'auditeur externe de la BCRG qu'on appelle KPMG. Quand cela avait été fait, quand cela a été remarqué, ils ont intimé, ils ont même donné un délai à Yacoub Sidia de procéder au remboursement de ce montant. Parce que le montant qu'il prenait à Conakry pouvait faire 4 à 6 mois sans être encaissé dans les banques correspondantes. Après les investigations, comme je l'ai dit, on s'est rendu compte que ce montant a été partagé entre Bamako et Conakry pour acheter de l'or au compte de la société Phoenix, qui appartient également à Yacoub Sidia, qui est le propriétaire de MSS. MSS qui a le contrat avec la BCRG pour le transport de devises, pas d'or, devises, seulement, exclusivement. La société Phoenix à Dubaï et à Conakry ont été créées environ un an après le début des transactions, c'est-à-dire du contrat avec la BCRG. Au moment où la BCRG s'interrogeait sur la destination de ces montants, MSS de Yacoub Sidia disait il y avait des problèmes d'encaissement, il y avait des enquêtes au niveau de la bourse de Dubaï par rapport à l'origine des fonds, etc. C'est ce qui retarde l'encaissement des montants. Mais après, tout cela s'est avéré, toutes ces informations se sont avérées fausses. Et il y a des documents. Tout ce que j'ai dit, j'ai des documentations obtenues du côté de Dubaï. Bref, quand Yacoub Sidia a été intimé de rembourser les 21 millions de dollars, il a donné un montant de dollars, il a donné quelques millions de dollars. Le reste, c'est-à-dire le reliquat, il a donné ça en nature, en quantité d'or. Cela a trouvé que la BCRG avait un compte qui était ouvert au niveau de la société Brinks. Brinks, c'est une société de sécurité de grande renommée internationale qui se trouve à Dubaï, donc qui s'occupe de la garde des métaux précieux. La BCRG, par le biais de ses services, avait ouvert un compte là-bas
pour la garde, n'est-ce pas, de ces métaux. Donc, Yacoub Sidia, la quantité d'or qu'il a donnée pour compenser l'argent de la BCRG a été stockée là. Entre-temps, la BCRG a acheté de l'or avec Tidjane Koïta. Tidjane Koïta, la BCRG a demandé, ils n'ont pas besoin de rapatrier l'or fini, l'or fin à Conakry, à la BCRG. Donc, Tidjane n'a qu'à envoyer directement l'or à Dubaï auprès de la société Brinks et que Brinks adresse une correspondance à la BCRG pour dire qu'on a reçu tel montant, telle quantité d'or, plutôt, telle quantité d'or de la société Sozim de Tidjane Koïta pour le compte de la BCRG. Dès que cela est certifié, la BCRG procédait au paiement de Tidjane Koïta. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour que l'or quitte Conakry, la BCRG donnait un document à Dubaï, à Tidjane Koïta, qui lui permettait de transporter. Sauf que très malheureusement, à l'aéroport, les documents qui étaient établis, ça aussi j'ai de la documentation, preuve à l'appui. La documentation qui arrivait qu'on délivrait à l'aéroport, la destination de l'or, au lieu que ce soit Brinks, c'était au compte de la société Phoenix de Yacoub Sidia. Donc, ils sont allés jusqu'à 815 kg d'or, l'achat de 815 kg d'or qui était détenu à Dubaï. Pour la BCRG, ces 815 kg d'or étaient détenus à Brinks. Parce que chaque mois, Brinks envoyait des relevés. Entre-temps, le même Yacoub Sidia a démarché auprès de la BCRG de lui donner le contrat de placement de cette quantité d'or, avec moyennant une rémunération. En même temps, Afinor, qui avait déjà 3 tonnes d'or du côté de l'Europe, avait demandé également le placement de 815 kg. Yacoub Sidia, qui n'avait aucun lien, comme certains le disent, aucun lien, ni avec Alpha, aucun lien avec le gouverneur Nabé. D'ailleurs, je vais revenir sur ce dossier-là. Parce que toute la documentation, le peuple de Guinée mérite d'être édifié là-dessus. Cette documentation, nous allons l'exhiber au moment venu. Yacoub Sidia, qui démarchait pour avoir le placement de l'or de la BCRG, il n'a pas eu ça. Entre-temps, les discussions étaient en cours. Il y a même eu des missions de la BCRG qui ont séjourné, c'est-à-dire des cadres de la BCRG qui ont séjourné à Dubaï pour aller visiter une société de raffinage d'or. Cette société est le nom, je dois avoir le nom ici. Je vais donner le nom de cette société. Je l'ai quelque part, c'est pourquoi j'ai dit, je suis en train de faire un résumé de l'enquête. Je n'ai pas fini, mais je vous communiquerai tout ça au moment venu. Je ferai un article, un grand dossier là-dessus. Les cadres ont été visiter cette société. Entre-temps, le coup d'État est intervenu. Toutes les discussions se sont estompées. Les responsables de la BCRG ont demandé l'arrêt de toute discussion autour. Tout était arrêté. Donc, jusqu'au coup d'État du 5 septembre, la quantité d'or de la BCRG qu'il y avait à Dubaï, c'était 815 kg. Quand l'actuel gouverneur est venu, je crois qu'ils ont perpétué les mêmes achats d'or en direction de Dubaï en quantité. Il y a même des informations qui font croire qu'on achetait de l'or au-dessus du prix qui se trouvait sur le marché. Pour quel intérêt? Je n'en sais pas. Ils ont acheté des quantités d'or qui avoisinent les 6 tonnes aujourd'hui. Plus de 500 millions de dollars. D'une valeur de plus de 500 millions de dollars américains. Les 6 tonnes environ d'or qui se trouvaient à Dubaï, il y a des cadres qui ont commencé à demander de pêcher une mission pour aller constater de visu l'existence de cette quantité d'or. Et que le gouverneur aurait dit que ce n'était pas la peine parce que c'est une société de grande renommée, donc il n'y a pas de problème autour. Entre-temps, ce sont des Émiratis qui voulaient de 4 tonnes d'or. Ils sont passés par un opérateur économique guinéen dont nous connaissons l'identité également.
Je me réserve de dire son nom parce que je n'ai pas réussi encore à entrer en contact avec lui. Mais c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde des affaires, en Guinée, dans beaucoup de domaines. Il est très connu. Cette personne, cet opérateur économique guinéen a dit que la BCRG a de l'or. Ils ont demandé, les Émiratis voulaient de 4 tonnes, alors que la BCRG a près de 6 tonnes. Donc ils ont envoyé une mission pour aller voir l'or, pour résumer la chose. Ils se sont rendus compte, avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que, c'est-à-dire, il y a une note qu'on a fait parvenir à la BCRG pour leur demander qu'on va rapatrier les 815 kg qui ont été achetés au temps d'Alpha, c'est-à-dire avant le coup d'État. La mission de la BCRG qui est partie maintenant dans le cadre de la vente de 4 tonnes d'or s'est rendue à Brinks. Ils se sont rendus compte que la BCRG n'avait jamais de compte à Brinks. C'est-à-dire, ceux qui ont fait ouvrir un compte, c'était un faux compte. Par les soins de qui? On parle d'un nommé Yacoub Sidia, le Mauritanien. Et c'est ce Yacoub Sidia qui a eu la nationalité guinéenne en 2023. Au mois de juin 2023, le président Mamadi Doumbouya lui a accordé la nationalité guinéenne. Pour quelle fin? On ne sait pas. On n'a même pas donné le nom de son pays. On a dit comme ça, on a donné le nom de Yacoub Sidia. Yacoub Sidia avait également une société minière à Mandiana. Par le lien de certains contacts, ce sont eux également, leur réseau qui a racheté l'usine des jus de fruits de Cancan à un moment. C'est un dossier, c'est un grand, c'est un scandale énorme. C'est un gros dossier. Un dossier énorme. Donc, quand la mission de la BCRG a été à Dubaï, ils n'ont pas trouvé l'or, que tous les relevés qu'on adressait à la BCRG au nom de Brinks, c'était des faux relevés. Heureusement, les 815 kg d'or avaient été récupérés et renvoyés à Conakry avant que cette histoire de 4 tonnes ne se déclenche. Heureusement. Les 815 ont été rapatriés sur Conakry. Les près de 6 tonnes, on venait pour 4 tonnes, c'est-à-dire pour extraire, pour enlever 4 tonnes de 6 tonnes environ. Mais on n'a pas trouvé de traces. Il n'y a eu aucune trace de 6 tonnes. Des missions, Ousmane Doumbouya et tant d'autres, ils ont arrêté Yacoub Sidia, il est détenu à Conakry. On n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi le pouvoir de Conakry est silencieux sur l'incarcération, sur l'arrestation de Yacoub Sidia? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que certainement, c'est mon analyse, Yacoub Sidia qui a bénéficié de l'estime et de la considération des autorités de la transition jusqu'à lui octroyer la nationalité guinéenne, pourrait certainement avoir des acquaintances, en tout cas des intérêts, avec le pouvoir en place. S'il sort, est-ce qu'ils vont réussir à lui mettre main dessus, étant donné que c'est un citoyen du monde, il a la nationalité de beaucoup de pays? Ou encore, est-ce qu'il ne va pas mettre sur la place publique certaines informations dont le peuple ne sait pas, dont les Guinéens ne savent pas? Des choses dont on ignore concernant la transition, les autorités de la transition, on ne sait pas. Mais il est détenu silencieusement. Yacoub Sidia est détenu. Une mission est envoyée à Dubaï avec Tidiane Koïta pour rechercher l'or. Aujourd'hui, vous avez vu, Latif a annoncé qu'il y a 4 tonnes d'or qui ont été rapatriées. C'est-à-dire on a réussi à mettre main sur 4 tonnes d'or qui auraient été rapatriées sur Conakry. Je vais vous dire comment cela est arrivé. Il a fallu que les autorités émiraties se mettent dans la danse. Mais à condition qu'on foute la paix à GAC. La société Guinée Alumina Corporation qui est menacée aujourd'hui, du côté de Kamsa, qui est menacée, que les autorités, selon les informations que j'ai reçues du côté de Dubaï, que les autorités émiraties auraient posé comme condition d'aider la Guinée à retrouver
son or qui est sur le point d'être détourné, qui est sur le point d'être, disons, exproprié et vendu pour servir à des intérêts personnels de tierces personnes, que les autorités émiraties vont tout mettre en œuvre pour aider Conakry à retrouver son or, mais que Conakry arrête les harcèlements contre la société GAC, que la tension puisse être dissipée à Conakry contre la société GAC, que c'était la condition selon les informations données par les autorités et qui ont finalement aidé. Je ne sais pas ce sur quoi ils se sont entendus finalement, mais c'est la condition qui avait été préalablement posée par les autorités émiraties selon les informations que nous avons reçues du côté de Dubaï. Et finalement, on a réussi à mettre main sur 4 tonnes d'or qui seraient déjà à Conakry. Je crois le reste que la recherche est en cours et qu'ils vont réussir, des garanties seraient données, qu'ils vont réussir à mettre main sur la quantité restante. Mais ces réseaux, je me fais le devoir de produire un article. Ceux qui ont la paresse de lire, tant mieux. Je vais produire un article grand format pour vous relater, n'est-ce pas, l'historique des choses jusqu'à maintenant. Je vais tout relater dedans. Je suis là-dessus et je suis en déplacement. J'étais en déplacement récemment. Donc, c'est hier que j'ai pris le vol pour arriver à destination aujourd'hui. Et donc, je vais quand même produire cet article-là pour vous. Nous allons terminer sur une information. La situation de la société Al Bayrak Transport. Les travailleurs sont en train de réclamer plus de 5 mois de salaire impayé. Pourquoi? Jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au moment où j'avais la dernière information concernant cette société, le ministère des Transports de Ousmane Gawal devait des arriérés impayés de 30 milliards de francs guinéens à la société Al Bayrak Transport. 30 milliards de francs guinéens d'arriérés. Des subventions que l'État accorde à Al Bayrak Transport pour l'entretien des bus, etc., etc., la subvention des transports, etc. Le carburant, tout ça là, tout ça entre en compte. 30 milliards. Je ne sais pas, à date, je vais actualiser mes informations. Si ils ont réussi à payer quelque chose de 30 milliards ou pas. Mais jusqu'à la dernière information qui m'a été donnée, c'est-à-dire la dernière fois que je me suis renseigné sur le dossier, l'État guinéen, à travers le ministère des Transports de Ousmane Gawal, devait 30 milliards à la société Al Bayrak. Vous voulez qu'on termine sur ça ou bien je donne une autre information? On va terminer sur ça. D'accord. On va terminer sur ça. Sinon, il y a d'autres informations. On va revenir. Dans les prochains jours, ce sera le ministère des Affaires étrangères de Maurice Sanda. Notamment la construction de l'ambassade de Guinée en Afrique du Sud. Il dit que c'est le président Doumbouya qui a financé ça. Ah, bon sang de Dieu. Moi, j'ai des éléments de preuve. Même l'entreprise qui a construit cette représentation diplomatique, c'est-à-dire cette ambassade et la résidence, qui sont en tout cas dignes du nom. Le projet a été conçu en 2017, au temps de Mamadi Camara, l'ancien ministre de l'économie et des finances. Vers le 2019, il y a eu des avancées. On avait même procédé au terrassement des lieux. J'ai toutes les preuves en fait, les écrits, même le montant. Je vais revenir là-dessus dans les jours à venir. Le montant, c'est-à-dire qui devrait servir à la construction de la représentation diplomatique. Un projet initié sous Alpha Condé. Et j'apprends que des paiements auraient même été faits parce que l'entreprise a procédé au terrassement. Ils ont même envoyé des terres, ils ont cassé des coins parce que c'était même des hangars. C'était un coin. Non mais vous ne pouvez pas imaginer.
qu'on entende aujourd'hui que c'est le président Doumbouya qui a financé ça. Je vais venir avec des preuves. Je viendrai avec des preuves. Merci à chacun et à tous. Merci pour votre fidélité. Merci pour le patriotisme. Merci pour le respect et la considération que vous nous donnez. Je voudrais profiter de cet instant pour vous demander de ne pas se décourager dans la lutte pour des causes justes. Ne pas se décourager pour défendre la vérité. Ne pas se décourager dans la défense des intérêts de la République. Ne pas se décourager dans la défense des intérêts supérieurs de la nation. Inch'Allah, la vérité finira par triompher. Ceux qui sont en train de se battre pour les justes causes sortiront victorieux, sortiront vainqueurs. Inch'Allah. À mes camarades jeunes, ça me désole de voir l'attitude de certains jeunes aujourd'hui. Des jeunes Guinéens. Que la jeunesse est l'avenir de notre pays. Mais une jeunesse qui est consciente de sa responsabilité. Une jeunesse formée. Une jeunesse ambitieuse. Une jeunesse qui aime sa patrie. Une jeunesse qui est l'incarnation des valeurs cardinales. Mais une jeunesse dépourvue. Une jeunesse manipulée. Une jeunesse inconsciente. Une jeunesse qui court derrière des miettes, des sacs de riz, des 50 000, des 100 000, des 150 000. Qui sont en train de servir des bourreaux de la République. Qui sont en train de servir des personnes qui sont en train de tuer nos espoirs de vie dans ce pays. Cette jeunesse. C'est très malheureux. C'est très très malheureux de voir la jeunesse guinéenne. En tout cas, certains jeunes Guinéens de se comporter, de les voir se comporter de la sorte, ça fait mal. Ça fait mal. Nous devons penser à la Guinée d'abord. Après Dieu, nos prophètes, musulmans ou chrétiens, nos familles, la Guinée. Mais que tout ce que nous allons défendre, que ce soit sur la base de la vérité, dans l'honnêteté. Que tout ce que nous allons défendre, que ce soit sur la base de la vérité. Beaucoup vont regretter à l'avenir leur passé. On est dans une parenthèse sombre qui va se refermer un jour ou l'autre. Mais cette transition du CNRD nous aura permis, en tout cas, aura permis à chaque Guinéen de connaître qui est qui. De connaître nos propres parents, les membres de nos familles, qui sont pour nous, qui ne sont pas pour nous. De connaître nos amis, de connaître ceux qui aiment ce pays-là. De connaître les honnêtes citoyens. Et de connaître, de les distinguer des malhonnêtes, des fripouilles, des cupides, des arrivistes. Chacun est connu désormais. Mais le mieux serait d'être du bon côté de l'histoire. Soyons du bon côté de l'histoire. Sans le combat de nos dévanciers, de la manière la jeunesse guinéenne se plaît dans la malhonnêteté aujourd'hui, si les pères de l'indépendance avaient fait la même chose, la Guinée ne serait pas indépendante aujourd'hui. Si la peur qui nous habite aujourd'hui, à dire il faut se taire, il faut sauvegarder ses propres intérêts, si cette peur avait habité nos dévanciers, ils n'allaient jamais lutter contre les colons pour nous rendre notre souveraineté. La malhonnêteté dans laquelle nous baignons aujourd'hui, nous sommes en train en fait, on se plaît dans ça aujourd'hui, quoi, en fait. On s'est habillé dans ça. On est... Les jeunes Guinéens, dans la majorité aujourd'hui,
sont vêtus, n'est-ce pas, d'un complet qui s'appelle malhonnêteté. Malhonnêteté et cupidité. Une chemise de malhonnêteté, un pantalon de cupidité. Et une bouche qui ne prononce, n'est-ce pas, que une bouche qui est devenue, je ne sais pas comment il faut qualifier cela, mais qui ne prononce rien de bon, rien de vrai. C'est des paroles élogieuses, des mensonges, juste pour nourrir le gros ventre rempli de haram. Qu'on est jeune. Et que il faut compter sur cette jeunesse-là. On dit, ah, la promotion des jeunes. La jeunesse, ce n'est pas une bénédiction. La vieillesse n'est pas non plus une malédiction. C'est la morale qu'il faut incarner. C'est la vertu qui est importante. C'est l'exemplarité, en fait, qui profite. Si vous êtes jeune et que vous n'êtes pas exemplaire, vous êtes jeune, vous n'êtes pas honnête, vous êtes jeune, vous n'êtes pas véridique, vous êtes jeune. Vous n'avez pas de conviction, vous êtes jeune, vous n'avez pas de morale. Il ne sert à rien d'être jeune pour vous. Un vieux honnête, un vieux capable, un vieux véridique est mieux qu'un jeune malhonnête. Un jeune honnête, un jeune véridique, un jeune patriote est mieux aussi qu'un vieux malhonnête et corrompu. À chacun de procéder à une auto-évaluation. Chacun se connaît. Comme Dieu nous connaît tous. Chacun de nous aussi se connaît. Ce que nous faisons, seuls ou devant les gens, partout où nous sommes, Dieu, il est témoin de tout. Il scrute tout à la seconde près. Chacun aura son compte. Je ne veux pas dire de nom, mais certains dignitaires par le passé, on n'a pas connu l'époque de Sékou, mais de Conté, oui. De Dadis, oui. De Sekouba, oui. De Alpha Condé, oui. Jusqu'à maintenant. Ce que d'autres ont subi hier, certains vont subir ça demain. Ce que certains acteurs d'hier ont subi, des acteurs d'aujourd'hui vont subir ça demain. C'est sûr et certain. Inch'Allah. Merci à vous tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Inch'Allah. Au revoir.